dans chacun d'eux, je me demande comment un événement très important de notre histoire, et je pense que cette guerre civile est un événement fondateur aussi de notre histoire, peut encore parler aujourd'hui. Donc donner corps, c'est aussi, par le biais du livre, essayer de dire, voilà, pourquoi ça nous concerne encore. Pourquoi ce n'est pas si aride que ça finalement, parce qu'on peut y retrouver un miroir, des images, en particulier dans Adèle, voilà, une guerre civile pour des prétextes religieux, alors que en ce moment, et alors c'était encore plus le cas quand le livre est paru en 2015 évidemment, il y avait des attentats, il y avait du coup beaucoup de questions sur la place des musulmans en France, des confusions entre musulmans et islamistes. Et de fait, revenir sur un événement très lointain, mais où il y avait aussi une diabolisation des protestants d'un côté, de l'autre côté c'était les catholiques qui étaient vus comme des monstres sanguinaires. Il était un petit peu quand même pendant Saint-Barthélemy, mais ça permet de rendre la matière moins aride, surtout, et de se l'approprier, je pense, en tant que lecteur, avec des questions parfois un peu innocentes, et surtout avec ce miroir tendu sur aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je fais des romans historiques. Pour se dire, ok, pourquoi l'histoire est importante pour notre jeunesse, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à leur parler d'événements aussi lointains, et puis on ne peut pas tout leur apprendre, il y a des programmes, on fait des choix, donc pourquoi la Saint-Barthélemy, ça reste quelque chose d'essentiel, je pense, à donner aux enfants, leur apprendre, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Et là, la littérature a son rôle, parce qu'elle va permettre aussi, conjointement au travail en histoire en classe, de découvrir, de se projeter, des fois en jouant un petit peu avec la réalité. Voilà, la première appendicectomie au 16e, c'est pas vrai. Ça n'est pas arrivé, c'est arrivé plus tard. Les gens ont continué à mourir de l'appendicite pendant très longtemps, avant qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas très compliqué de retirer l'appendicite et de sauver ces gens. On reviendra aussi sur un élément, c'est le fait que ce soit le choix d'Alexandre Dumas, parce que c'est important aussi. C'est pas forcément le romancier historique le plus fiable en soi, donc ça sera une question qu'on évoquera tout à l'heure, mais on va poursuivre notre voyage avec Sandrine Alexis. Nous allons partir cette fois-ci au temps des croisades, et même directement sur ces lieux, sur cette terre sainte, à l'histoire si mouvementée, et pas seulement du siècle en arrière, ça l'est malheureusement encore aujourd'hui, avec cet appel des 40, qui est le premier tome d'un nouveau cycle. Quel est, Sandrine, le point de départ de votre histoire, et comment est né ce projet de ce qui sera, je crois, une trilogie? Le premier volet, effectivement, c'est une trilogie, mais ça sera la trilogie orientale, puisqu'en fait l'histoire part de ce qu'on appelait à l'époque la principauté d'Antioche, donc le nord de la Syrie à peu près, et les héros vont se promener dans les montagnes du Kurdistan, au nord de l'Irak et jusqu'en Iran. Après ces 3 volumes, on va revenir au moment de la 3e croisade, qui ne s'appelait pas croisade à l'époque, on n'employait pas ce terme, on dit par commodité, où ça va se passer dans finalement ce que moi j'appelle le monde occidental, c'est-à-dire la Syrie, la petite Arménie, et avec l'arrivée des rois européens, donc Richard et Philippe. Mais là, pour le moment, oui, c'est le volet en fait oriental. L'histoire commence à peu près au moment où Saladin va reprendre Jérusalem. Et donc, on fin du XIIe siècle. Oui, il reprend en octobre 187. Et le premier volet de toute l'histoire doit se dérouler obligatoirement jusqu'en 192, pas à la fin. Et cette partie-là, j'ai tenu en fait à ce qu'elle se passe non pas dans le monde des croisades, c'est-à-dire des Européens, mais on parle de gens qui sont nés à Antioche, donc ce sont des Francs de Syrie, ils sont de cette terre, ils sont même souvent plus familiers avec les Arméniens, les Grecs, les Turcs qu'ils combattent, ou avec qui ils font alliance, que des Européens qui, souvent d'ailleurs les méprisaient un peu, on les appelait les poulains, c'était pas un terme très flatteur. Et c'est surtout, ça se passe dans l'Orient médiéval. C'est-à-dire que d'habitude, au moment des croisades, on part de l'Europe, on arrive en Terre Sainte, on a face à soi des Arabes, on ne mentionne pas souvent qu'il y a énormément de Kurdes, de Turcs, d'Aïranis, de Persans. Et on a l'impression que l'islam s'arrête en fait à peu près à Alep.
alors que les terres califales et les sultans seldjoukides s'étendaient vraiment tout à l'est de l'Iran. Donc c'est un monde en fait qui a ses frontières extrêmes à l'Inde, et il y a une circulation comme ça. Donc ce Moyen-Orient est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine en fait. Et donc c'est une aventure. Là, cette aventure part surtout d'un mythe soufi et de mythes iraniens en fait, qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui je trouve sont assez fantastiques à traiter. Alors on balaye vraiment le spectre de l'imaginaire avec cette sélection, parce que nous étions partis avec la science-fiction et 1914, on a poursuivi avec le fantastique et la période de la Saint-Barthélemy, on arrive donc aux croisades avec de la fantaisie. De la fantaisie, oui, mais de la fantaisie d'époque. C'est-à-dire que j'ai tenu à ce que ces personnages-là baignent dans un merveilleux, mais le merveilleux qui est le leur. Parce qu'à l'époque, ces chers, ces derviches qui accomplissaient des miracles, c'était tout à fait admis. Lorsqu'on doutait, c'était est-ce qu'un derviche fait vraiment ça parce que c'est un saint ou parce que c'est un magicien? Là, on peut mais c'était pas... Par exemple, si j'avais voulu parler des Mille et une nuits, j'aurais parlé effectivement des légendes et de la fantaisie. Mais le miraculeux, le merveilleux médiéval, c'était dans la contemporanéité des gens. Ils ne mettaient pas ça vraiment en doute. Donc il faut plonger dans ce monde en croyant comme eux que ça existe, pour se mettre vraiment dans la tête de personnages de la fin du XIIe siècle. Je vais faire un petit teasing, mais on reparlera de ça dans la table ronde qui va suivre juste après, avec où sera Sandrine également et où Fabien Serruti sera. Il sera ravi d'avoir une alliée avec vous, parce que je crois qu'il est sur la même longueur d'onde sur certains points. Laurent, on est là dans un regard, ce que vient de dire Sandrine est passionnant, parce qu'on est vraiment dans un regard sensiblement différent justement du point de vue traditionnel, c'est-à-dire le point de vue occidental qui assez logiquement va être le nôtre plus naturellement. C'est quelque chose là aussi comme historien qui vous intéresse d'avoir ce changement un petit peu d'optique? Alors, le glissement d'optique est tout à fait intéressant, et je rebondis un peu sur ce que vous disiez sur les croyances qui étaient totalement admises. En tant qu'historien, j'ai travaillé sur des procès un peu étranges, c'était des procès d'animaux qu'on a fait jusqu'au XVIIIe siècle. On est exactement dans ce bain culturel-là, on a des croyances attachées à la culpabilité d'animaux qui seraient soit le véhicule du diable, soit qui auraient des pensées impures d'eux-mêmes. Et en très très longue durée, ces croyances-là, on les trouve, alors évidemment en Europe occidentale, mais c'est général à toute l'histoire de l'humanité. Les matériaux de l'historien, en fait, on pratique une déconstruction, là où vous construisez pour incarner des événements historiques, ou une morale, ou des notions particulières. Nous, on part de documents qui sont déjà fictionnels, en fait, où les auteurs de l'époque, ils racontent leur vie de famille, ils donnent leur point de vue, et en fait, nous, on passe tout ça au filtre pour essayer d'en retenir quelques faits, quelques éléments. Mais notre matériau de base, finalement, il est presque romanesque. Voilà, je trouve intéressant, en fait, ce regard en miroir. Il y a une boucle qui se boucle finalement d'une certaine manière. Aujourd'hui, ce sont les romanciers qui reviennent un peu sur l'histoire, quand vous avez déjà travaillé sur un matériel fictionnel. C'est assez troublant. C'est ça. Et il y a pas mal d'historiens qui commencent à réinvestir ce champ-là, en fait, justement, pour bien rendre compte que les témoignages de l'époque, c'est avant tout des égaux documents, donc ils se racontent eux, et c'est leur perception qu'on trouve dans les documents, plus que des faits bruts. On pourrait l'évoquer puisque nos invités scandinaves sont là pour en témoigner. Les sagas aussi scandinaves en sont un exemple tout à fait intéressant. Je vais donner la parole à Sandrine, donc on va rapatrier le micro parce qu'il y a un élément intéressant aussi dans cette histoire, c'est que vous avez choisi de mettre en place une héroïne. Oui, alors là c'est pas... ça m'est venu comme ça, et ça aurait pu être un homme, mais c'était effectivement plus intéressant de mettre en place une héroïne. Peut-être parce que j'ai moi-même longtemps vadrouillé entre les Kurdistan, Syrie, Turquie, Irak, et j'avais constaté que c'était beaucoup plus facile de faire ça quand on était une femme que quand on était un homme. Parce que dans les sociétés orientales, on peut facilement naviguer dans le monde clos de l'intimité familiale ou de l'extérieur. Si on est une femme, c'est un peu plus facile, mais c'est quand même une héroïne qui doit se déguiser beaucoup. Et à l'époque, c'est important le déguisement parce que c'est également là dans le Moyen-Âge occidental, chaque personne, selon son origine, sa religion, son état, son métier, a un costume. Et donc on voit un Turc, il a le charbouche turc, on se dit c'est un soldat, esclave ou pas. On voit un cadi, un religieux, il va être habillé d'une certaine façon. On voit une femme franque, elle va être habillée d'une certaine façon.
Alors, se déguiser, c'est changer totalement d'identité et ça permet aussi de tromper, en fait. Donc, oui, c'est une femme. C'est quelqu'un, effectivement, qui est hybride par plein d'aspects, parce que elle est héritière de ces Normands qui sont partis de Normandie pour aller en Sicile et ensuite arriver en Syrie. Donc, elle est d'origine, effectivement, nordique, européenne plutôt. Elle est née en Syrie, donc c'est une Syrienne, et elle a été instruite par un soufi qu'on appelle fakir, donc qui vit comme un pauvre en fait, qui lui vient d'Iran, et donc de par son éducation, qui a des raisons mystérieuses qu'on va comprendre plus tard, elle-même ne sait pas trop bien finalement si elle est d'un côté ou d'un autre. Et effectivement, du coup, étant femme, c'était aussi une façon de la décaler encore plus, puisque les femmes étaient quand même considérées comme des êtres assez inférieure par beaucoup de côtés, surtout en ce qui concerne les aventures. Et j'allais dire, surtout, elle est mariée. Oui.